Oui, bien sûr. J'avais peut-être une petite question pour vous, Madame Cartier. Oui. J'ai dû m'éclipser pendant 5 minutes pendant votre discours passionnant, d'ailleurs, qui était très systématique sur toutes ces étapes euh, voilà, du travail de fer. Est-ce que vous avez montré de l'iconographie de Léonce de France? Ah, Léonard de France? Non. Léonard de France, pardon, Oui, oui. excusez-moi, oui. Non, j'en ai pas montré, mais évidemment, en fait, Léonard de France se place donc à la fin du XVIIIe siècle. On est dans les années 1790, hein, par là, je crois. Oui, Et il se place exactement dans la représentation des ouvriers et de l'intérieur des usines à la demande. En fait, il va peindre à la demande, mettons, d'un maître de forge ou de. Il a peint aussi l'intérieur d'une imprimerie, enfin, etc. Mais c'est à la demande du maître de forge. Et on le voit parce que il y a ces fameux visiteurs. Si vous voulez, c'est la visite d'usine. Alors, il faut savoir que les forges étaient affirmées à des maîtres de forge qui étaient, eux, ceux qui commandaient les travailleurs, etc., mais que les forges appartenaient à des propriétaires privés. En France, ça pouvait être sous l'Ancien Régime seigneurial, laïque ou ecclésiastique. Et alors, on n'a pas de visite d'ecclésiastique, on a des visites de maîtres de forge où on voit, je le dis en particulier, c'est vrai pour Léonard de France, il y a deux personnages, la dame avec sa robe vaporeuse, le monsieur avec son épée, on voit son épée. Il y a un personnage qui a enlevé son chapeau, qu'il tient bien à la main et qui semble décrit, et puis il y a tous les ouvriers qui sont en train d'effectuer la coulée, parce que qu'est-ce que l'on va présenter au propriétaire? On va lui présenter la coulée de fonte qui est la plus spectaculaire. Mais donc à ce moment-là, bien sûr qu'on a une vision du travailleur, mais c'est à l'occasion de la visite, c'est une commande, et c'est une commande de la part des propriétaires. Ce sont des tableaux qui ne sont pas très grands, les Léonard de France, et le propriétaire peut le mettre dans son salon ou son bureau et dire voilà ma propriété. Et vraiment, on se demande, enfin moi je me demande toujours comment ça peut se faire, parce que la petite robe légère de la dame, son petit chapeau avec les scories qui peuvent voilà, s'envoler partout, enfin s'envoler, jaillir de partout, c'est quand même un peu dangereux. Donc, ce ne sont pas la réalité, quoi. Il a fait les portraits des propriétaires. La forge est assez bien représentée, ça, je crois. Puis il y a des dessins, il fait énormément de dessins, Léonard de France aussi. Mais c'est une juxtaposition des deux pour faire cette huile sur toile. Mais c'est un point intéressant, enfin, c'est un passage intéressant, le Léonard de France. oui, je vous posais surtout la question aussi parce que je ne me rendais pas compte à quel point cet artiste liégeois était bien connu en dehors de la Belgique. Mais bon, clairement, vous le connaissez très bien. Ah, c'est-à-dire, je ne peux pas dire s'il est connu ailleurs, mais comme moi, voilà, je m'intéresse au patrimoine industriel, forcément, Léonard de France, Bien voilà. sûr. Donc, je suis peut-être pas tellement un bon sujet là-dessus. Mais c'est un bon artiste, hein, Intéressant en tout cas, oui, et oui. Tout à fait. intéressant. Merci. Alors, je ne sais pas, il n'y a pas d'autres. On peut redire peut-être à tous les auditeurs qu'ils peuvent, s'ils le souhaitent, poser des questions par écrit de préférence dans la discussion.
Je vois que Claudine, je vous voilà. laisse relayer la question. Alors, il y a une question pour Alice Massé. Est-ce qu'il y a d'autres monuments au travail ou aux travailleurs érigés à Roubaix, en plus des reliefs de l'hôtel de ville? Alors, pas à ma connaissance. On a différents monuments aux morts ou monuments aux grands hommes où le travail est assez peu présent et plutôt sous forme allégorique, où cet ouvrier dans le monument à Lebas. La frise de la laine, effectivement, sur l'hôtel de ville est vraiment la réalisation majeure en plein cœur de la ville, dans l'axe de l'avenue qui descend de la gare, donc vraiment destinée à tous les Roubaisiens, mais aussi à accueillir les visiteurs de Roubaix. Et tout le programme iconographique de cette façade fait l'éloge du travail de la laine, dont Roubaix fut la capitale mondiale. On connaît un projet, dans les inventaires, on a un projet pour un monument aux victimes du travail qui n'aurait pas été réalisé, sachant qu'il y a des maquettes pour ce type de monument dans les collections du musée de Denain, par exemple. Dans le cimetière, en termes de monuments funéraires, à part celui que j'ai très brièvement projeté tout à l'heure et qui est un cimetière de Tourcoing, on n'a pas d'autres représentations, alors qu'on pourrait vraiment s'attendre à une foule de représentations de ce type, sachant l'omniprésence du travail dans tous les domaines, en fait, pas seulement dans toutes les sphères en fait, de la ville de Roubaix, pas seulement économique. Beaucoup de figures politiques étaient issues du monde du travail. Non, c'est pour ça que c'est vraiment une réalisation assez spectaculaire, isolée dans la ville de Roubaix, mais dans la métropole aussi et au-delà. Les quelques recherches très brèves que j'ai pu faire sur ce sujet ne m'ont pas amené à des représentations équivalentes, mais qui existent peut-être. Voilà. Une sorte de bande dessinée en pierre. Ce qui est intéressant, c'est que vraiment toute la chaîne textile est représentée du début à la fin. C'est vraiment une histoire sculptée en très grand format. Donc non, a priori, pas à Roubaix. Peut-être si je peux rebondir sur la communication de Marine Kiziel. En vous écoutant, j'ai pensé à un exemple qu'on a peut-être oublié ce matin. On parlait de l'absence ou non des blanchisseuses dans la sculpture. Et la manière dont vous avez bien mis en valeur la représentation des bras dans les blanchisseuses de Degas m'a vraiment fait penser à la grande laveuse d'Auguste Renoir et Richard Guinaud. Où on est vraiment tard, en 1917, je crois, et pourtant dans une sculpture encore très allégorique, puisqu'il s'agit d'un nu et qui est censé représenter l'eau en pendant d'un forgeron qui représente le feu. Mais il y a vraiment ce geste et cette force pour sortir le linge de l'eau, où il y a un peu ce réalisme qu'on voit dans certaines sculptures, qu'on voit dans l'exposition et qui vient contraster avec cette signification encore allégorique et qui m'a encore, j'y avais jamais pensé, mais c'est vraiment en vous écoutant et en voyant votre diaporama que j'ai fait ce lien avec la force mise par les repasseuses dans les bras, dans les tableaux de Degas. Voilà, c'était juste pour partager cette idée que j'avais eue et puis revenir sur ce qu'on disait ce matin et qui était un peu erroné, puisqu'il y a quand même ce très bel exemple d'une blanchisseuse en sculpture avec Renoir et Guinaud. Non, c'est juste. Et ce motif des bras, il est drôlement intéressant parce que quand on parle avec des spécialistes d'art lyrique, en fait, on m'expliquait aussi qu'on va voir les bras. C'est-à-dire qu'on entend un chant, mais on juge aussi une chanteuse par son expression des sentiments et des bras. Et que donc le passage, en fait, chez Degas, qui était, on le sait, extrêmement connaisseur des arts de la scène et de l'opéra tout particulièrement, la manière dont il observe et représente ses bras, ces chanteuses qu'il aime aussi pour leurs longs bras et dont il fait des ponts avec d'autres formes de travail, c'est fascinant, je trouve. Moi, j'avais une petite question, si vous permettez. J'ai vu récemment aux enchères
une petite cire de Gautrin qui était signée et qui était présentée comme une allégorie du travail, de l'industrie du textile, du tissu, qui aurait été faite pour la terrasse, alors je n'ai pas creusé, hein, mais de l'exposition, du Palais du Trocadéro de 1878. Je n'ai pas réussi vraiment, mais c'est juste en allant sur Google, je ne me suis pas rapprochée des documentations d'Orsay, à trouver s'il en existait toujours l'œuvre achevée. Et si oui, si vous savez où. Alors, je sais pas exactement, mais c'est intéressant. Moi, j'ai pas la petite esquisse, en tous les cas, m'a échappé, mais Gautrin, il a fait une figure de travailleur, effectivement. Alors, j'ai plus exactement les détails en tête, vous me pardonnerez, mais qu'on connaît, non, qui a disparu, qu'on connaît par photo, et qu'on aurait bien voulu évoquer d'ailleurs dans l'exposition. On y avait pensé, mais faute de maquettes préparatoires ou d'études, on ne l'a pas fait. Mais je crois qu'on reproduit quand même une photo dans le catalogue, il me semble. J'ai pas vu le catalogue. C'est ça. Et Et je vous ai mis le lien vers D'accord. la photo de là. Merci Marine. Alors, il y a une question pour Katia Schall. Parmi les médailles et plaquettes réalisées suite à l'appel de la Société des médailles françaises, quelle était la proportion de sujets liés au travail? Oui, très, très intéressante question. Je n'ai pas de pourcentage, je dois dire, donc je ne pourrais pas répondre précisément. Alors, j'ai en tête, évidemment, et vous montrer dans l'exposition, cette plaquette que l'on doit à Alexandre Charpentier qui représente la taille de la pierre, qui faisait aussi partie des commandes de la Société des Amis de la Médaille française. Elle a été éditée pour l'exercice de l'année 1904. Donc, en termes de proportion, c'est loin d'être évidemment même la moitié ou le quart. Ça reste de l'ordre, comme je disais, de l'APAX, dans le sens où il y a quand même très peu de sujets aussi réalistes qui parcourent l'art de la médaille, beaucoup plus de sujets en lien avec des thématiques allégoriques. Donc, voilà pour une réponse très imprécise, j'en suis désolée. Et je vais revenir à Katia, dans la médaille que vous avez montrée sur les forges de Guérini, je crois, enfin la médaille, la plaque plutôt, il y a un forgeron, mais je crois que c'est plutôt un cingleur. Oui. Par rapport à l'image que j'ai montrée, si on lui donne précisément son métier, c'est, je crois, un cingleur. Oui, vous avez tout à fait raison. La plaquette présente donc de part et d'autre sur la face, sur le droit, donc une première silhouette de lamineur, ensuite une seconde silhouette de cingleur, et après sur le revers trois chéniers qui s'activent effectivement à élaborer cette chaîne. Donc oui, vous avez tout à fait raison, et je vous remercie pour votre communication. Je n'avais pas en tête cette imagerie aussi technique. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, vu que j'ai la parole, de vous poser du coup une question concernant ces manuels, il me semble plutôt à vocation du milieu, du domaine de l'industrie, mais est-ce que ces manuels circulaient, est-ce que vous savez si ces manuels circulaient aussi dans le monde de nos artistes, ceux qu'on a, dont on convoque les noms aujourd'hui? Je me posais aussi cette question-là ce matin sur les répertoires et la documentation que peuvent compiler autour d'eux nos artistes pour ensuite produire quelque chose d'extrêmement précis, au-delà du fait que certains, même j'avais montré, vont sur site et effectivement compilent eux-mêmes cette documentation.
Ça, moi, je ne sais pas. Je pense que les ouvrages de Poiret sur la France industrielle ou de Figuier aussi, les merveilles de l'industrie, etc., sont très répandus. Et donc, il se peut que les artistes les aient, évidemment. Alors, je vois que Anne Pinjot demande la parole, donc nous vous écoutons. Est-ce que je pourrais répondre à Marine Kiesel, que je félicite de sa communication, que l'industrie du tissu de Jean Gautrin, qui était sculpté au Trocadéro pour 1878, a évidemment été descendue, comme toutes les allégories, de la partie centrale du Trocadéro. Elle a été envoyée à Mayenne. C'était une grande statue de 2,40 m de haut. Et malheureusement, elle a été brisée en 1992 dans un accident. Mais j'ai quand même une photographie. Et tout ceci, vous le retrouvez dans À nos grands hommes tout attachés en ligne, les cartes postales de France de Buisson, où on essaie de répertorier tout ce qui est comme monument public. Donc, peut-être qu'il y a une image, je ne sais pas. En tout cas, dans À nos grands hommes, cela figure. Je vous remercie beaucoup et je félicite Katia Charles qui était éblouissante. Agir s'il y a des regrets. En tout cas, moi, je voulais vraiment remercier chaleureusement tous les intervenants. C'était vraiment passionnant. J'ai appris énormément de choses et je pense que avec moi, tous les auditeurs pourront en dire autant. Je vous invite aussi, si vous souhaitez approfondir le sujet, à consulter le catalogue où vous retrouverez une partie des intervenants d'aujourd'hui, mais aussi encore d'autres auteurs. Voilà, écoutez, vraiment merci à tous et puis on espère aussi vous voir au musée pour voir l'exposition et puis aussi pour avoir le plaisir de vous voir. N'hésitez pas à vous signaler si vous venez et puis donc à très bientôt et merci. Merci beaucoup. Bien, merci. Merci à Merci. tous. Merci, au revoir.